J'espère que vous allez bien. Bonjour la famille Langue et Culture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une fiche qui se rapporte à l'œuvre de Victor Hugo, Ruy Blas. Donc l'objectif, c'est de situer une œuvre du théâtre romantique dans l'histoire littéraire, distinguer les éléments qui font de cette œuvre une référence en matière d'innovation et de renouveau. Donc Victor Hugo et le théâtre romantique. Un besoin de renouveau. Le XVIIIe siècle a mis à mal la tragédie a surtout vu s'opérer un virage dans le genre de la comédie. Comédie bourgeoise ou de mœurs. Elle a été servie notamment par le talent de Marivaux au Beaumarchais et s'est progressivement émancipée des règles classiques. S'est progressivement émancipée des règles classiques sans renier réellement l'héritage de Molière. Le XIXe siècle cherche de nouvelles pistes. Le mélodrame commence à faire recette et le drame se profile doucement. La préface de Cromwell, 1827, drame historique de Victor Hugo, formule enfin clairement les nouvelles tendances. Le mélange des genres, plus de réalisme, abolition des règles unitaires. Donc, mélodrame, pardon s'il vous plaît, je cherche le mélodrame pour avoir une idée. Donc mélodrame, sorte de drame populaire mêlé de musique. Ouvrage dramatique dans lequel sont accumulées les situations violentes et les péripéties imprévues. Mélodrame. Les innovations de Victor Hugo. Les innovations de Victor Hugo. Victor Hugo rompt officiellement avec la tradition lors de la représentation d'Hernani, 1830, qui va guider et drainer tout un flux de jeunes auteurs en mal de renouveau. Le ton est hardi, la versification se débride, l'épopée s'invite sur scène, ce qui n'est pas sans rappeler le Cid aussi, à l'origine d'une querelle de chapelle littéraire en son temps. Rubla, acte 5, donc voilà l'image d'une scène de la pièce. Rubla, acte 5, scène 3. Rubla lève l'épée contre Don Saluste. Je crois que vous venez d'insulter votre reine. L'auteur remplace le destin par le hasard, parfois excessif, qui pousse les personnages vers quelques invraisemblances, notamment dans le dénouement ou l'accomplissement de ce destin. Le héros, d'Hernani, ne met pas en œuvre son projet proclamé d'éliminer le roi lorsqu'il se trouve en face de lui. Le support historique et la couleur locale ne suffisent pas à faire oublier ces caractéristiques déjà présentes à l'époque classique. Cependant, son théâtre se distingue surtout par une formidable énergie. Cependant, son théâtre se distingue surtout par une formidable énergie, déployée par les personnages et le héros romantique en tête, entraîné dans une intrigue brillante et rythmée. Son théâtre se distingue surtout par une formidable énergie. Cependant, son théâtre se distingue surtout par une formidable énergie, déployée par les personnages et le héros romantique en tête, entraîné dans une intrigue brillante et rythmée. Les sentiments sont exaltés, ardents, comme le veut l'époque, et le lyrisme est mis au service de ces grandes passions. La poésie et la prose expriment la mélancolie, l'amour, l'enthousiasme. L'épopée aussi transpire à travers l'expression.
comme le montre l'invective de Rubla au ministre corrompu. Rubla, source de l'œuvre. Le thème du valet travesti au maître au déclassé n'est pas nouveau. Molière et ses successeurs du XVIIIe siècle, Diderot, Marivaux, l'ont largement popularisé. Quant au personnage même de Rublas, ça se prononce ainsi, il a été nourri par les ambitions politiques de son auteur et par son attachement pour Hélène de Mecklembourg, épouse du fils aîné de Louis-Philippe, le duc d'Orléans, qu'il a essayé en vain de faire nommer régente en 1848. En ce qui concerne la réalité historique, et notamment la précision de la peinture de la cour d'Espagne, on sait que Victor Hugo s'est servi de textes qu'il avait pratiqués, Mémoire de Madame d'Aulnoy, ou encore l'état présent de l'Espagne, de l'abbé Vorac, 1718, et de ses souvenirs d'un voyage en Espagne, effectué en 1811, qui ont suffi à lui fournir quelques noms de rues et autres mots ou noms à sonorité espagnole nécessaires à la couleur locale de son drame. La préface fait écho à l'arrière-plan théorique du théâtre romantique, dont Victor Hugo est chef de file. L'auteur montre qu'il essaye de tenir compte des aspirations de son public, qu'il décompose en trois catégories: les penseurs, les femmes, la foule. Les penseurs, les femmes, la foule. Et de captiver chacun en soignant dans ses pièces ce qui les intéresse. La foule demande surtout au théâtre des sensations, ce qui les intéresse. La foule demande surtout au théâtre des sensations. La femme des, ou plutôt la femme des émotions, le penseur des méditations, des sensations, la femme des émotions, la foule des actions, je pense, sensations, la foule des émotions, les penseurs des méditations. Tous veulent un plaisir. C'est en cela que le drame peut se définir comme un genre hybride. Il justifie ensuite le choix de son personnage principal et de sa destinée, puis montre que ses sources sont réalistes. Mais surtout, l'auteur a à cœur qu'aucun des aspects de son drame n'échappe au lecteur, spectateur. Le sujet philosophique, c'est le peuple aspirant aux régions élevées. Le sujet humain, c'est un homme qui aime une femme. Le sujet dramatique, c'est un laquais qui aime une reine. Vous voyez, mais surtout, l'auteur a à cœur qu'aucun des aspects de son drame n'échappe au lecteur. N'échappe au lecteur. Spectateur. Le sujet philosophique, c'est le peuple aspirant aux régions élevées. Le sujet humain, c'est un homme qui aime une femme. Le sujet dramatique, c'est un laquais qui aime une reine. Ainsi prévenu et préparé, le public n'a plus qu'à se laisser emporter dans les tourments de la destinée de Rubla. Les personnages. On a Rubla. Tout ce personnage est tendu vers son rêve, vers le rêve. Son amour pour la reine, ses aspirations sociales en sont les manifestations les plus violentes. Il ne passe à l'action, le meurtre de Don Salluste, que lorsqu'il est acculé. Mais c'est là une conséquence de ses émotions. La reine, elle a tout des jeunes filles romantiques, encore timides, et malgré son statut, elle rêve de tendresse et succombe au marivaudage. Elle ne se laisse pas intimider par son vieux soupirant et entend bien choisir à qui donner son amour. Elle reflète finalement l'image naïve de la femme de l'époque que l'on retrouve chez Stendhal. Pardon, j'explique le marivaudage, péjoratif, façon de parler ou d'écrire qui rappelle le style de Pierre Carlet de Champigny
Chambellan de Marivaux, par la légèreté du ton, donne des propos qui parlent d'amour, manière d'écrire recherchée et quintessentielle. Voilà, la légèreté. La reine est l'atout des jeunes filles romantiques, encore timides, et malgré son statut, elle rêve de tendresse et succombe au marivaudage. Elle ne se laisse pas intimider par son vieux soupirant et entend bien choisir à qui donner son amour. Elle reflète finalement l'image naïve de la femme de l'époque que l'on retrouve chez Stendhal. Dans Sallust, il est à la fois le traître et le bourreau. Fou de rage de perdre le pouvoir auquel il aspirait, il emploie toute son énergie à se venger et à servir ses ambitions. Même la reine n'échappe pas à sa violence. Il représente pour Hugo la noblesse de cour, pervertie et méprisante. Son châtiment ne choque pas, il semble mériter, même provoquer ce qui lui arrive. Dans César, lui représente davantage le produit d'une société en décomposition, noble mais ruinée. Il rappelle le type du brigand gentilhomme de Schiller. Il a perdu toute illusion. Il n'attend rien de la vie. Cela le différencie considérablement de Ruy-Blas. Les personnages, ce sont surtout des silhouettes pittoresques, nécessaires au réalisme et à la couleur locale. À la couleur locale. Peut-on retrouver? Pardon, s'il vous plaît. On perd. Pito, des silhouettes pittoresques. Pittoresque. Qui concerne la peinture, qui appartient à la peinture, qui mérite d'être peint. Couleur locale. Donc ce sont des silhouettes au réalisme et à la couleur locale. L'intrigue. Les actes de ce drame ont pour titre le nom d'un des personnages essentiels, excepté le dernier, le tigre et le lion. Les actes de ce drame ont pour titre le nom d'un des personnages essentiels, excepté le dernier. Le tigre et le lion. Mhm. Mhm, mhm. Faveur. Alors, il a perdu les faveurs. Disgracié par la reine suite à quelques ignominies, dont Salluste veut se venger. Ignominie. Famille. Grand déshonneur. Pardon. Dont Salluste veut se venger. Il fait enlever Don César de Bassin et lui substitue Rubla, son valet. Ce dernier aime la reine en secret. Et Don Salluste lui fait croire qu'il l'aidera à se faire aimer d'elle s'il lui apporte son concours dans quelques obscures entreprises. Acte 2. La reine d'Espagne
s'ennuie. Elle s'ennuie. Loin de son pays natal, dédaigné par son époux, Rubla, Don César lui dépose chaque jour des fleurs sur un banc. Il n'en faut pas plus pour éveiller l'esprit romanesque de la jeune femme. Il a un autre soupirant, en la personne du vieux majordome Don Guritan. Mais elle l'écarte pour profiter de la présence de son jeune adorateur, pris de syncope devant la femme aimée. Acte 3. Rubla, la reine nomme Rubla Premier ministre. Celui-ci accuse ses collègues de dilapider l'argent de l'État et s'attire ainsi davantage encore les faveurs de sa protectrice. Mais, dans sa liste, lui rappelle quel rôle il doit jouer et Rubla comprend enfin que sa seule motivation est de se venger de la reine. Acte 4. Don César. Don César a réussi à s'échapper de l'endroit où il était séquestré et il est prêt pour Rubla. On lui remet une bourse, puis un rendez-vous d'amour et 2 épées pour le duel promis à Rubla. Il tue finalement Don Guritan et déjoue les plans de Don Saluste, mais ce dernier le fait arrêter en le faisant passer pour un voleur célèbre, Mata Lobos. Acte 5. Le tigre et le lion. Don Saluste réussit à confondre la reine et la surprend au rendez-vous secret organisé par lui-même avec Rubla. Don César promet le silence si elle renonce au trône. Elle est prête à accepter le marché lorsque Rublas tue son Don Saluste, révèle à celle qu'il aime sa véritable identité et s'empoisonne. Il meurt dans ses bras, apaisé par son pardon et son amour inchangé. Rublas est un drame en 5 actes en vers, écrit par Victor Hugo en 1838. Le souci de réalisme, de précision historique, mais aussi des caractéristiques des personnages. Le jeune valet emporté par la passion et l'idéal. La jeune reine délaissée, prête à succomber à l'amour. Le courtisan déchu, obsédé par la vengeance, font de ce drame une œuvre représentative du courant romantique et surtout du renouveau du genre théâtral. Déchu, ça veut dire qu'il a perdu sa dignité, son rang, sa réputation, etc. Ça y est, c'est tout. Merci.